Yo, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors attends, je suis en train de galérer là avec mon install. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, hop, hop. On est good. Salut, salut Iruyama, j'espère que ça va. Est-ce que Iruyama d'ailleurs, tu peux dire si on entend bien CA2 sur le live? Normalement, je pense qu'on t'entend bien. Je parle, comme ça, test son. 1, 2, Voilà. 1, 2. Nickel. Normalement, je pense qu'on t'entend bien, mais écoute, il devrait pas y avoir de soucis. Peut-être qu'il faut que je t'augmente un tout petit peu à la limite. Hop. Ok, on est good. Bon, ça va? Ça dit quoi? Bah écoute, on dort bien depuis samedi, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça doit bien dormir. Félicitations d'ailleurs. Bien joué. Merci. Franchement, Merci c'était... beaucoup. Parce que le niveau était bien tendu, hein. Il y avait, Ouais, bah ouais. il y Bah avait du c'est ce client. que... Il y avait du client, carrément. Bah c'est ce qui me rend, moi, d'autant plus fier, parce que bien avant que je gagne, bien avant que je m'imagine même gagner, je savais très bien, enfin, on le disait entre nous, on disait putain, le tournoi, ça va être stack de fou, parce qu'on Ah oui. savait qu'il allait avoir un peu toutes les équipes et tout, et puis le format, quoi, oh là là, Ouais, j'avoue, c'était... enfin, 10 rondes suisses et après top 8. Waouh. C'est Ouais, tendu, hein. ouais, bah, C'est et tendu. ensuite, moi je suis pas un grand fan de BO3, bon, il y a plein de gens qui préfèrent, mais moi en top, je suis pas un gros fan de BO3 pour autant, étant donné que quand t'as fait 10 rounds, d'avoir enchaîné des BO3 en demi en finale, bah c'est super long, c'est super dur. Ouais. Donc je suis pas un très grand fan de ça. Donc en fait là j'ai fait 9 games parce que du coup j'ai fait égalité intentionnelle et après j'ai fait 7 games quoi. Donc j'ai fait 16 games dans la journée et encore j'aurais pu en faire 17 si on n'avait pas fait d'égalité intentionnelle quoi. Ouais, à la fin, Ouais, ton c'était long. cerveau, c'est du chewing-gum, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ouais, je suis assez étonné d'être resté concentré aussi longtemps aussi. Ouais, non, enfin bref, que du bon. Les gens étaient forts et le tournoi était dur, quoi. Enfin bref. Ouais. Ouais, puis c'était cool, en vrai, c'était cool de voir toutes les teams un peu. Il y avait les. Forcément, Alter Daisies et les Exalt, mais il y avait aussi les DSL et les agités. Il y avait, DSL agité, ouais. il Il y y avait avait aussi d'autres les gars. teams, un peu, ouais. Ouais, il y avait. Pardon, je te coupe, excuse-moi. Il y avait Ouais. la team de Nantes aussi. Il y avait une team de Lille que je connaissais pas trop aussi. Mais la team de Nantes avec Even notamment Mm. et d'autres, Terry, etc. Qui sont aussi des joueurs. Bah, Even venait de gagner Tour. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a aussi un gars qui était dans le top 8 de Tours, qui était dans le top 8 à Rouen, là, je sais plus son nom. je crois que c'est un autre Euh, gars. C'est l'autre gars de Nantes justement. Mais Ouais. je fous pas le nom sur le Ouais, pseudo. Mais je j'arrive vois pas. sa tête en plus. Je vois très bien qui c'est. Ouais, ouais, je vois aussi, mais... Bon, écoute, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y avait du... Ah, c'était Achille, nous dit Dandy. Ah oui, c'est ça. C'est D'ailleurs, ça. bah, bienvenue Tilly Papou, bienvenue Dandy, salut Keyuko, bienvenue à vous les gars. Installez-vous, on va discuter un petit peu. Bon, à la base, c'était pas prévu comme ça, hein, Dandy, mais... mais bon, c'est pas grave. À la limite, on s'en refera une à l'occasion avec Dandy. J'imagine que c'est pas la dernière fois qu'il y a des exalts qui vont toper. Pour refaire vite fait l'histoire, parce que ça va être en rediff sur YouTube, donc pour faire l'histoire un peu de pourquoi est-ce qu'on fait le live aujourd'hui, forcément CA2 a fini top 1 au tournoi de Rouen, qui était à 200 joueurs à peu près, avec du beau monde. Donc très très grosse perf. Alors, attendez, j'ai mon chat qui m'agresse. File de là, mon gars, voilà. Si vous voulez, j'avais il y a quelques semaines fait une vidéo sur le deck de Dandy qui avait fini top 1 à Florence en Italie avec un deck Sigismar sans générateur de token. Sauf que je n'avais pas grillé dans ma tête que Dandy c'était le Dandy des Exalts. Donc j'avais fait la vidéo sans lui. Et forcément, bon, bah, j'ai essayé de comprendre un peu le deck, mais ce n'est pas moi qui ai créé le deck, donc je ne comprends pas tout. On peut pas comprendre l'essence d'un deck juste comme ça en le construisant et en faisant quelques games avec. Donc j'avais proposé à Dandy qu'on fasse la vidéo ensemble. Il m'avait expliqué que tu étais un peu à l'origine de ce deck là. Et puis apparemment là j'ai vu la vidéo que vous avez sortie là sur la chaîne des Exalts. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les rediffs, les gars, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous mets un lien vers la chaîne des Exalts. Et pour ceux qui regardent les rediffs, n'hésitez pas à taper Exalt FR ou Exalt, je crois, sur YouTube pour aller voir leur chaîne, parce que il me semble que vous allez faire un peu plus de contenu dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez la decklist de CA2 qui l'explique. Et vous avez même la decklist d'un joueur Afanas. C'était comment son pseudo déjà? Je ne sais plus.
Brian Brian. Qui a fait top 8 aussi. Ouais. Qui a fait top 8 aussi avec un Fanas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, vous allez avoir du contenu sur Altered également. Et bref, j'ai proposé du coup qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui pour que... Bah, là du coup on va pas parler du deck de Dandy, mais on va parler de ton deck qui ressemble un petit peu, mais qui n'est pas exactement la même version pour le coup, mais il y a un peu du deck de Dandy là-dedans, mais il y a un peu d'autres choses. De toute façon, tu vas nous l'expliquer au fur et à mesure. Et le but, bah voilà, c'est que tu nous expliques un petit peu les choix que tu as fait, le deck en lui-même, comment est-ce qu'il est construit, etc. Et après, on se fait quelques games ensemble en partie classée où je pilote le deck, et puis tu m'expliques, tu me conseilles, et un peu comme la vidéo, je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait avec Génétique. On avait fait une vidéo sur son deck Fen. Ouais, je vois. Voilà, donc voilà, c'est un peu dans ce mood-là qu'on va être. À savoir que dimanche, on refait la même chose en fin de matinée en live avec Julien, qui a fini top Bazira au tournoi de Rouen. Top Bazira, top player Bazira et pas top player forcément... Bravos, et du coup on va voir son deck Bazira, on va voir comment il tourne, et ce sera également en rediff sur YouTube. Du coup je vais vous mettre la vue sur le deck, hop, et alors bon, j'ai essayé de refaire le deck, je t'avoue que déjà de une, je n'ai pas de Baba Yaga fumé, la seule Baba Yaga unique que j'ai, malheureusement, elle est éclatée au sol. Donc moi, je me suis permis, dans ma version du deck, de mettre 3 Baba Yaga rares et de cut un grand projet sur les deux. Je pense que ça va pas trop casser peut-être l'esprit du deck, si tu veux. Dans ce cas-là, ouais, je pense que 2 GE c'est obligatoire, en vrai. Ah ouais, d'accord, ok. Dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que je cutterais une procu pour ouais. une Baba. Et que tu gardes les 2 GE, parce que sinon on va trop perdre l'essence du deck. Okay. Je pense, au contraire. Parce que, bon, je t'expliquerai plus en détail après. Mais voilà. De toute façon, on va aller sur la présentation du deck. Du coup, alors attends, parce que c'est mal foutu dans leur logiciel. Ouais, ils mettent pas ils trient pas par T1, T2, T3. Donc écoute, c'est pas grave. On va partir sur les 2 procuratrices. Alors normalement, dans ta version du deck, il y en a 3. Là, ici, on en met que 2 par besoin. Parce que toi, tu as une Baba Yaga unique que nous, on n'a pas. Bref. En tout cas, 3 procuratrices ou 2. J'imagine pour la pioche, forcément. Pour pallier à par d'Ozma. C'est rigolo, du coup, je suis allé chercher le deck IRL pour l'avoir sous les yeux. Parce que moi, sur le truc d'Altered, je vois rien, quoi. C'est vraiment... Donc voilà. Ouais, la base du deck et de tout deck Siggismar, de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. Faut piocher. C'est ce qui permet de supporter le nombre de T1 notamment et le nombre de removal. Parce que les removal ont fleeting forcément. Donc t'as besoin de trucs pour piocher, pour pouvoir les jouer sans perdre trop de CA. Ou en tout cas en le compensant en fait. C'est pas vraiment pour pas perdre du CA, c'est plutôt pour compenser la perte de CA à chaque fois que tu joues un removal. Et voilà. Et en fait... Bon, il y a plusieurs choses déjà, mais juste pour la genèse un peu de la liste avant de parler des cartes, mais en gros, faut comprendre que la liste que Dandy a jouée était orientée full control, donc tu parlais de sa liste qu'a gagné Florence. C'est une liste que j'avais fait moi, et même quand il y avait encore Ozma, je l'avais déjà build avec des uniques de draw. Et en fait, c'était une liste complètement débile où on avait 10 cartes en main, énormément d'options. Et en fait, on avait tous les removals craqués qui étaient à disponibilité. Parce qu'un des removals qu'on joue plus maintenant, mais qu'on trouvait très fort à l'époque, moi en tout cas, c'était Break the Ice par exemple. Mais Break the Ice, c'est fleeting. Donc Ozma permettait de supporter ce genre de plan de jeu. Maintenant, c'est plus trop le cas. Et bref, et de cette idée-là, quand Ozma s'est fait ban, moi je me suis dit très naturellement, on va garder les uniques de draw et on va continuer de faire un game plan. Étant donné qu'Afanas c'était le problème, je m'étais dit comment on fait pour gagner Afanas. Faut lui dégager ses créatures, beaucoup de removal, beaucoup de draw, et là on a eu la première liste qui a gagné Florence. Mais le souci de cette liste, c'est que déjà les gens l'ont vu, ils ont commencé à comprendre c'était quoi la force de la decklist et les faiblesses, et en fait on s'est retrouvé à avoir nous-mêmes à build des Afanas qui commençaient à vraiment faire 50-50 contre la liste en fait. Et... pas forcément en changeant les cartes des listes Afanas, mais juste en s'adaptant au game plan et en faisant des choses. Donc sans l'effet de surprise, en fait, la liste était pas si ouf que ça. Ouais, un peu trop de contrôle aussi, tu disais, sur la vidéo que vous avez faite de la...
Ouais, c'est ça en fait. Il y avait peut-être des problèmes de ratio. La game que Dandy perd en live, du coup au top 16 de tour, perd en partie, pas uniquement, mais perd en partie parce qu'à la fin, c'est les dernières cartes qui draw, c'est Hypothermia et soit adhésif quoi. Ouais. 2 fois d'affilée. Donc, ouais. Et donc ça, ouais, parce qu'il avait déjà Hypothermia au Ouais, voilà, ça marche moyen forcément. Clairement. Et du coup, ce deck-là, t'es parti sur une version un peu plus, un peu plus consistante, peut-être complète. Ouais, c'est ça. Avec d'autres options pour gagner à Fanas, donc GE notamment, grand projet. Je dis jeu parce que Grand Endeavor c'est jeu. Ouais. Enfin, bref. Et en fait, c'est Sokoi, notamment un autre Exalt qui a eu la plupart des idées du deck. On n'est pas de base parti de ma decklist de contrôle en fait. C'est ça qui était assez rigolo. On n'est pas parti de la decklist de contrôle et on l'a amélioré. En fait, on est reparti à zéro. On a fait une decklist et on s'est rendu compte qu'il y avait des takes qui se croisaient et sur lesquels on était d'accord. Triple Jack Frost, casse prison typiquement. C'était déjà des trucs qui étaient présents. Mais si tu veux, on n'a pas pris la liste contrôle et on l'a signé et on en a fait une autre liste. C'est vraiment genre, on a refait une liste et on est tombé sur les mêmes takes, donc ça nous a conforté sur pas mal de takes. Ok. En gros, pour la genèse de la liste. Ok. Donc ouais, c'est un travail d'équipe, hein, comme tu le disais, forcément c'est du cerveau collectif. L'ennemi principal à abattre, c'est Afanas. Ensuite, on s'attend à voir quand même peut-être de la Teja, du Kojo et de la Fen, qui sont les decks un peu tendance de ce début de set 2. J'ai l'impression, en tout cas dans ce qui ressortait un petit peu des tournois, des decks qui ont été joués, c'était ce qui ressortait le plus. Et puis après, forcément, faut tenir quand même un petit peu la route face au deck un peu plus exotique. Mais c'est un deck qui, de toute façon, a l'air solide. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live, les gars. Bienvenue à vous, on est au tout début de live, donc installez-vous. Et du coup, on va partir sur la liste, et puis je te laisse un peu expliquer les choix. Procuratrice en 10, voilà, en x3. Nous, on le met en x2, mais voilà, c'est du 2-2-2 pour 2, ce qui est pas dégueu, et puis ça permet d'aller piocher. C'est fort contre Kojo, ça. Hein. C'est chiant contre Kojo. C'est chiant contre Kojo. C'est ce qu'on dit un peu dans la vidéo avec les gates et Procu. Les deux, en fait, c'est des cartes. Alors, les gates pas au tour 1 et peut-être pas au tour 2, mais en tout cas, après, c'est le cas. Mais c'est une carte que tu mets en face du Bouddha et tu dis au gars, dans tous les cas, je vais draw, dans tous les cas, je vais piocher, je te bloque. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux me passer au-dessus et m'assurer ma pioche ou ma draw, ou est-ce que tu veux passer de l'autre côté? Et dans ce cas-là, moi je vais juste trade, et au final ma carte aura largement fait son taf si elle me permet de trade sur le tour. Et c'est des cartes un peu clés du match-up, hein, les gates et Procu. 2-2 pour 2, c'est bien staté. Trop bien même pour la carte, parce que la carte est vraiment trop forte. Effectivement, il y a plein de timings où tu pioches quoi en fait, et même des timings où tu sais que tu vas trade déjà, il te reste 2 de mana, tu mets juste ta Procu, tu sais que tu vas piocher, tu vas avancer vers tes autres win conditions s'il y en a. C'est une carte qui est ultra versatile, qui fait des stats très correctes, qui permet de piocher. Enfin, c'est trop fort en Procu, il y a pas à dire, la carte est juste trop forte. Ouais, clairement, c'est une bonne carte. Elle peut tout faire. Elle peut te faire avancer, elle peut te faire piocher, elle peut... Enfin, elle a les stats qu'il faut pour faire avancer. Elle est pas sous-statée, en fait. Donc, même des moments, ça peut te permettre d'aller prendre une XP. Et puis, sinon, au pire des cas, ça peut te faire piocher. Donc, ouais, très bonne carte pour le coup. Non, c'est clair. On va venir par un staple, de toute façon, chez Sigismar. C'est la troupière en 3 exemplaires en rare. C'est un après-vous, je pense que c'est le meilleur après-vous du jeu, c'est le meilleur T1 du jeu. Hein. Ouais, ça aussi, c'est un truc que je crie sur tous les toits depuis un paquet de temps. la trooper rare, c'est juste trop fort. Ça rend dans tous les decks Sigismar un peu en staple, comme tu le disais, mais moi je pense que parfois c'est pas nécessaire. C'est surtout que là, le plan de jeu demande de prendre de l'avance en early, puisqu'on veut poser GE contre Afanas quand on a pris de l'avance, notamment. Trooper, c'est la carte qui permet de prendre de l'avance. C'est un after you sur staté, que dire de la carte quoi. Il y a vraiment tout qui va sur la carte. Pour le plan de jeu en tout cas. Voilà. Mais pour un plan de jeu où tu vas être agressif en early quoi. C'est ça. C'est pas une carte qui en late game fait énormément de différence pour moi. En mid game ça peut faire des trucs, mais en late game pas vraiment. Mais encore une fois ça va dépendre des listes. Mais en late game par exemple, les cartes qu'on va utiliser pour péter la symétrie, même chez Ordis, on va penser à charge, tu vois, plus qu'à troupière. Mais par contre, en early, effectivement, combien de cartes sont capables de mettre autant de stats pour 1 ? 0, absolument 0. Et combien de cartes sont capables de mettre autant de stats et
de faire un After You, 0 aussi. Mm. Donc, bah, c'est très très fort et c'est ce qui donne souvent l'avance qui nous permet derrière de mettre en place le plan de jeu, quoi. Ouais, en plus, faut prendre ça en compte avec le pouvoir de Sigismar qui fait que t'as déjà un token de l'autre côté, donc ça met une pression folle pour le coup. Donc, ouais, non, très 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 bonne carte. À la limite, la commune s'entend peut-être un peu plus dans un deck late game, mais qu'on ne voit pas forcément encore jusqu'ici. Mais ça existe pas trop, ouais. Ça existe pas trop. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent d'autres T1. Ouais. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment Mecha. Qui aime les mécaniciennes, ouais. Je sais qu'il y a Popeye chez nous qui joue les 3 troupières communes et qui joue les 3 Frog Prince en rare et 3 mécaniciennes en rare. Après, okay. Frog Prince, j'avoue que la commune, moi, je la trouve déjà assez forte comme ça. Mais voilà, après, il a une stratégie comme ça, un peu avec des uniques qui tournent autour. Mais, moi, ce que j'aime pas avec mécanicienne, c'est que au tour 1, si tu slams mécanicienne et que le gars il a troupière, bah ouais, t'as l'air con. Dans le miroir, ouais, tu te fais manger. Tu te fais manger. Du coup, pour respecter un petit peu l'ordre, à la limite, bah voilà, on va parler des Baba Yaga, forcément, qui vont de pair un petit peu avec les procus, qui sont là pour, enfin, qui ont toujours été là, hein, Baba Yaga en rare, en 3 exemplaires, qui ont toujours été joués dans les Sigismar et qui, je pense, seront joués encore pendant un bon moment avec la suspension de Ozma. Ça fait piocher de la main pour 3. De la réserve, c'est surstaté pour 2, c'est une très bonne carte. Ça stabilise le deck et de la réserve, c'est trop bien, quoi. 3-2 pardon, pour 2. Bah, c'est pas que dire, encore une fois, c'est juste des stats en plus, c'est gratos. La carte stabilise, etc. C'est pas forcément le meilleur T1 que tu veux dans la liste. En vrai, quand tu l'as en early, t'es moins content que quand tu l'as en mid game. Mais ça reste un T1 qui est très acceptable aussi. Quand t'es second, t'es sur 4 raids. Y a rien à dire sur la carte, quoi. Ouais, vraiment, c'est une carte qu'on va voir encore pendant un moment pour le coup. Et au niveau des créas rares, on a fait le tour. Je vais passer sur les créas communes. Ah non, les créas rares, pardon, on n'a pas fait le tour. On a 3 Jack Frost. Ouais, t'as oublié le MVP. Le casseur de rêve. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un pote qui le joue en... On a fait une decklist déjà avec 3 Jack Frost en rare aussi. Ça fait bien chier, hein. Surtout que quand ça ravitaille, tu ravitailles un Jack Frost, tu fais ah bah je vais quand même pouvoir aller t'incliner une carte en réserve. C'est pas dégueu, donc j'imagine que c'est pareil. Enfin, tu ravitailles moins chez Sigismar, mais... je ravitaille pas. Mais ouais, bah c'est genre... Première lecture de la carte, j'ai dit bon bah c'est x3, quoi. Enfin vraiment, c'est trop fort. En fait, comme le poids de l'exhaust est moins élevé que le poids du sabotage, bah t'as des meilleures stats. Spice, t'as 1 de stats en moins, là t'as que 0,33, enfin t'as 1 en montagne de moins sur Jack Frost. Du coup t'as ce truc là toujours d'aller taper la bonne carte dans la réserve. Et en fait il y a un truc qui est moins pris en compte mais qui est tout aussi fort. Quand tu tapes une carte en réserve, bah il peut pas la jouer. Peut pas non plus faire son effet de support, donc il va être obligé de jouer des cartes de sa main, et en fait souvent il va surcharger sa réserve en fait. Et en fait ça a vraiment le double effet. 1, je t'empêche de jouer la carte sur le tour qui aurait pu être forte. 2, ça va surcharger ta réserve et tu vas quand même te saboter. Alors c'est un sabotage qu'il va choisir, mais quand même. Et c'est un des plans de jeu possibles du deck, notamment en mirror. En mirror je vais mettre moins de stats que la plupart des autres Sigismar, mais comme j'ai des Jack Frost, et comme j'ai des Legate, et comme j'ai des Spy, enfin bah en fait je vais pouvoir faire un peu d'attrition en fait, vraiment, aller taper dans les ressources en boucle jusqu'à ce que le Sigi en face s'effondre avant moi, puisque moi j'ai des uniques de draw et pas lui. Alors, attrition, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi je savais pas ce que ça voulait dire avant de me mettre au TCG, pour le plus qui nous regarde, c'est attrition, ça peut casser le jeu de l'adversaire, c'est essayer d'un peu d'emmerder le jeu de l'adversaire, un deck qui va bloquer l'adversaire, qui va bloquer ses ressources, qui va faire ce genre de choses. Ouais, épuiser, ouais, c'est ça. Carrément. Okay. Donc voilà. Pour traduire un peu, parce qu'on a des débutants qui regardent aussi les vidéos. Jack Frost, c'est fort. En plus, ce qui est dingue, c'est, tu vois, moi je la compare à la fée des dents, qui, pour 2 de la main, 2 de la réserve, et une 1-1 qui va saboter que de la main. Et là, en fait, t'as une carte qui, en effet, flèche à 2 stats en plus, et va faire son effet et de la réserve et de la main. Enfin, c'est hyper fort. Ouais, bah quand j'ai vu la carte, une des premières questions que je me suis posée, c'est tiens, s'ils avaient mis la commune, est-ce qu'on la jouerait? Et j'étais en mode, c'est possible en vrai, peut-être pas en x3, mais c'est possible que la carte, mais alors en rare, oh le poulet, ouais.
Vraiment, la carte fait tout, quoi. Vraiment, Clairement. C'est trop fort. Du coup, on va passer sur les créas en commun et puis ensuite on ira sur les sorts. Et ben tiens, on parlait de la Legate en x3. Ça, je pense que c'est obligatoire. Enfin, vu la méta actuelle, moi je trouve que c'est obligatoire en x3 dans un deck Sigismar. En tout cas, tous les Sigismar que je buildais, c'était en x3. Alors, je sais pas si t'as peut-être des choses à rajouter. Ouais, ce qui est une bonne take. Moi, je l'avais pas jusqu'alors. Les 3 Legates sont rentrés la veille du tournoi. Moi, j'en jouais 2 et 2 Spy. En fait, c'est toujours un split des deux pour le moment parce que la carte, ça botte donc à peu près la même, on va dire le même rôle. La différence, c'est que Spy ça coûte plus cher, et que les gates ça coûte moins cher, mais t'es pas sûr de saboter en gros. En fait, c'est un sabotage qui est quasi plus fort que le sabotage d'une Spy parce qu'il intervient entre deux journées. Et en fait, ça permet notamment de catch des uniques très très fortes. Donc les gates étaient là pas mal pour les spindles d'Afanas. Mais par exemple, je vous invite à regarder le match parce que, enfin moi, en ayant vécu l'intérieur, il était incroyable, mais je pense que l'extérieur, il est vraiment très cool à regarder. C'était le match contre Claedus. Parce que contre Clae, moi, quand je suis entré dans le match, je savais très bien que j'allais me faire atomiser par ses uniques. J'étais en mode, il va slam 800 balles sur le board, et moi, je vais les regarder, je vais être en mode, bon bah, je peux pas faire pareil. C'est pas très grave, parce que du coup, on avait déjà un plan là-dessus, et c'est les gates en fait. Parce que de toute façon, il va passer avec ses uniques qui font énormément de stats. Donc la seule chose que je peux faire, c'est l'accepter, c'est pas grave. Mais avec des legates, forcément les saboter et qu'ils puissent pas les rejouer. Et en fait, il a pas de counterplay à ça. Du moment où il a posé son unique et qu'il y a une legate en face, c'est fini. Donc c'était vraiment, c'est vraiment une commune anti-unique en quelque sorte. Ouais. Et aussi, il y a le même aspect que Procus, c'est-à-dire genre force nucléaire, tu vois. Je te mets d'un côté et si tu veux passer, tu vas te saboter, donc dissuasion. Ouais, c'est ça que je cherchais. Ouais, clairement. C'est pareil, si vous jouez Ordi et que vous galérez contre des Kojo par exemple, mettez 3 legates dans votre deck, les gars, vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer. Ouais, c'est fort contre tout. Ouais, et Kojo, c'est vrai que ça lui fait super mal. Jack Frost, tu galères pas contre Sierra par exemple? C'est pas un peu moins fort contre Sierra? Jack Frost c'est moins fort contre Sierra. Alors déjà je build pas autour des decks que j'attends aussi peu que Sierra. Mais est-ce que tu t'en es rendu compte ou est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion ou pas spécialement? Moi je trouve que Sierra elle a peu de ressources et que en taper une ça peut lui faire très mal en mid-game, late game. J'ai affronté une Sierra en stream d'ailleurs, c'était 0 suite Samus là, ZSS. Okay. C'est pas Jack Frost qui m'a fait la game, mais j'en ai tapé un il me semble et qui lui a pas fait plaisir pour autant parce qu'en fait une fois qu'il a sa ruche de poser, il a ses effets de support qui vont lui permettre de générer des scarabots. Lui taper les effets de support tant qu'il y a la ruche, c'est quand même de la value en moins. Donc franchement, je dirais pas que c'est une mauvaise carte contre Sierra, c'est pas particulièrement une bonne carte, mais pas du tout une mauvaise. Ok. Du coup, on va parler forcément de l'Espion Nordis. Hein. On est sur le côté un peu sabotage, inclinaison de cartes en réserve. L'Espion Nordis en x1. Parce que, comme tu le disais dans ta vidéo, c'est quand même bien des moments de pouvoir saboter dès le début du tour, de vouloir se débarrasser d'une carte un peu qui pourrait être embêtante. Moi j'adore Spy toujours, même en 7-2, je trouve ça toujours très très fort. Il y a un truc qu'on s'est vachement rendu compte, c'est un peu compliqué à expliquer, il faut l'expérimenter et je sais même pas si je vais réussir à l'expliquer exactement. C'est autant un feeling qu'un truc vraiment réel. Mais Jack Frost c'est très fort sur les petites cartes, mais sur les grosses cartes, c'est plus fort de la saboter en fait. Ouais. Parce que une petite carte, ça va faire. S'il joue des grosses cartes en fait et qu'on les sabote, ça va vraiment taper dans la ressource et il va devoir rejouer une autre grosse carte et voilà. Mais alors que si tu frises la grosse carte, il va juste la rejouer et du coup il va faire le même CA. Enfin, Jack Frost va pas taper dans le CA. Donc, en fait, tu préfères vraiment les saboter ces trucs-là et c'est là où Spy intervient. Aussi, le fait qu'on puisse juste saboter au début du tour, c'est très fort. Et pourquoi il y en a qu'une? Alors ça vient un peu de Sokoi, donc moi j'en jouais 2 de base. En fait, c'est une carte que tu veux pas avoir en x2 dans ta main, jamais en fait. Ouais, clairement. Puis même des moments tu veux l'avoir, tu veux l'avoir au moment parfait en fait. Tu veux pas la piocher quand c'est pas le bon moment aussi.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, c'était. Comment il s'appelle? C'était Neuro qui me disait, quand je jouais au début avec les videuses, j'en joue plus du tout, maintenant je joue des espionnes aussi, mais que je jouais des videuses chez Bravos, il me disait, en fait, videuse, quand tu la pioches, c'est soit ce tour-ci, elle va te servir, soit si tu vois qu'elle va te servir à rien, ce tour-ci, ça part en mana, quoi. Et c'était un peu vrai au 7-1. Ah ouais, totalement. Oui, c'est une carte vraiment sur le tour quand je la pioche, je regarde s'il a fait un truc. S'il a fait rien, dans la quasi-totalité des cas, ça dégage. Bah, donc, Sauf dans des cas peut-être très particuliers, mais peut-être contre fois, genre des Basira ou quoi, ça m'arrive de les garder un peu. Ouais, plus, j'avoue, mais... peut-être contre Basira. Peut-être contre du Trace en 7-1 aussi, peut-être. Du Trace ou du Sebash. Ouais, ça se bâche, ouais, c'est sûr. Trace, ça dépend, parce que s'il a déjà activé son pouvoir et qu'il a beaucoup de CA et machin. S'il a trop de CA, c'est pas certain que c'est pas early et qu'il a pas encore débloqué le pouvoir, ça fait quoi. Taper les bonnes cartes en réserve contre Trace, ça fera toujours mal, ouais, c'est sûr. Ok, et du coup, bon, bah, ça c'était un peu le côté un peu gestion de réserve, gestion de perso, parce qu'en plus, ce qui est fort avec les gars qu'on l'a pas dit, c'est que tu peux aller saboter une carte que le gars vient de jouer pendant son tour. Ça, quand même, c'est un truc, quel plaisir, on l'a un peu dit avec les uniques. Là, on va partir un peu sur les cartes qui génèrent du token, 3 KD hors 10 en commun. Du coup, moi j'étais un peu étonné quand j'ai vu ça, mais j'imagine que ça s'explique et que tu vas très bien l'expliquer. Mais j'avoue que c'était une carte que je commençais à cutter un peu, tu vois. Ouais, c'est une carte que je pense à tort, beaucoup de personnes ont cuté. Je vais expliquer pourquoi. C'est marrant parce que à la fin du tournoi, du coup, on a mangé ensemble avec les équipes et tout, et j'ai beaucoup discuté avec Clay. Et Clay était en mode, j'arrive pas à rentrer de commune, je trouve pas de bonne commune dans Ordis. Et moi j'étais là, c'est l'inverse. J'ai plutôt des problèmes à trouver mes communes. J'ai envie de mettre plein de trucs. Et KD en fait, ça en fait partie. Alors il y a deux choses à KD. La première, c'est que la liste ne pose pas beaucoup de body en fait. Je vais jouer des casse prison, je vais jouer des cris de ralliement qu'on n'a pas encore vu, je vais jouer des trucs comme ça. Et au final, j'ai pas beaucoup de body. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un entraînement à l'esprit d'équipe, un teamwork sur la bonne target, genre une Aloe, au final ça devient un peu compliqué, ou même des trucs qui seraient un peu plus haut en curve, peut-être des fois sur des uniques qui coûtent 4, 5, j'en sais rien, ça pouvait même des fois être un Aklout, ou ça peut être n'importe quoi, mais en fait je trouvais que mon teamwork il manquait vraiment de consistance, et en fait j'étais en mode il me faut quelque chose qui continue de speed des body, et KD c'est trop fort. Et un deuxième truc, c'est ce que je dis un peu dans la vidéo, mais qui est ultra important, c'est KD, je m'en suis un peu rendu compte pendant le tournoi, mais KD c'est une des meilleures réponses à Zoo en fait. Ouais. C'est un truc que je me rendais pas forcément compte, mais Zoo ça touche une target, s'il y en a deux, il y a un gros problème en fait. Ouais. Et donc c'est ces deux raisons là. Ouais, c'est ça. KD me donne la victoire du tournoi. La dernière game du dernier truc, c'est KD qui me la donne. Donc ouais, non, moi j'adore la carte. Elle est un poil sous-statée, mais le body en plus fait largement son taf. Et comme on a re-rentré une charge en plus, enfin bref, ça synergise avec beaucoup de choses. C'est fort contre Afanas, ça marche avec Teamwork, très bonne commune. Ouais, j'avoue, tu m'as convaincu, je pense que ça va passer. Je l'ai bien vendu mon KD. En fait, je l'avais passé en x2, tu vois, dans les decks que je jouais, mais effectivement, non, ça va repasser en x3. Et accompagné de ça, la superviseuse Ordis. Superviseuse Ordis. Carte hyper intéressante, mais que je trouvais moi un peu situationnelle du fait que tu veux le jouer forcément sur une XP en retard avec des moments. Bon, déjà avec Sigismar, t'aimes pas forcément trop être en retard, même si tu peux jouer le trade un peu d'un côté ou de l'autre, tu vois. Et du coup, moi j'avais tendance à me dire, ça me fait chier de vouloir jouer une carte. En ayant forcément une XP de retard, sachant que des moments, même en étant à égalité, tu peux avoir du retard, mais souvent tu peux être à égalité sans avoir de retard sur une XP. Et je la trouvais un peu sous-statée, jouer flat comme ça. Alors jouer flat, c'est sûr que c'est la pire carte. Ouais, c'est sûr. 1-2 pour qui fait rien pour 2, c'est nul. Ça m'est arrivé une fois de la jouer, mais c'est très rare contre Clay d'ailleurs. Comme ça, parce que j'avais pas le choix, c'était pour mon Kakoba unique, mais bref. Alors, en fait, premièrement, c'est une commune, donc si c'est ces cartes-là qui doivent passer en mana, je m'en fiche un peu, tu vois. Y a aucune carte que tu verras dans mes listes, en tout cas, y a aucune carte en rare ou en truc où je me dis ça va être du mana, à part GE peut-être un peu, mais ouais, c'est du mana machin et tout. Si c'est une commune qui passe en mana, elle a un peu fait son rôle, tu vois, genre ça devient une norme de mana, je m'en fiche. Et en fait, moi c'est un call que j'ai balancé à Dandy au pif. Lui il a joué Hound, si tu te rappelles un peu la liste, il a joué le Hound là, le chien.
Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à jouer des mirrors, j'étais en mode en mirror, ça trade chacun de son côté. C'est comme ça, c'est très souvent le cas, très souvent le cas. Chacun de son côté, chacun de son côté. Et à un moment, faut mettre plus de stats que le Sigismar en face. Sauf qu'on joue les mêmes cartes en fait. Donc c'est très compliqué. Donc il faut trouver un moyen de mettre plus de stats. Et c'est là qu'est née l'idée de superviseuse. Parce que superviseuse, s'il trade à droite et que je trade à gauche, s'il avance à droite, j'avance à gauche, bah au bout d'un moment, la superviseuse, elle va être bonne. Ouais. Ça demande. Je trouve que c'est une carte qui est excessivement difficile à jouer parce qu'elle demande beaucoup de conditions. Faut être en retard sur la bonne XP et faut aussi bien comprendre comment fonctionnent les biomes. Parce que c'est une carte que je n'ai jamais jouée si je ne savais pas où était le mono water. Jamais. Ok. D'ailleurs, si on a des personnes qui nous regardent et qui ne comprennent pas comment fonctionnent les biomes dans Altered, on a une magnifique vidéo de, je ne sais pas si vous connaissez Caleb, Caleb Altered, qui nous a fait une vidéo sur les biomes, et hyper intéressante pour le coup, pour expliquer comment fonctionnent les biomes aux débutants. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. On a Dandy qui nous dit aussi, parce qu'il aime bien les chiens, qui jouait un exemplaire du limier. Et en plus, petite fact où je lui ai demandé, on a parlé à Rouen un peu de pourquoi est-ce qu'il avait mis le limier dans son deck, et il disait que non, il avait juste mis le limier parce qu'il aimait bien en gros les chiens, et que ça le faisait délirer d'avoir mis un limier en un exemplaire, il savait pas quoi mettre et qu'il l'avait mis comme ça, et qu'il repérait les gens qui avaient copié sa liste parce qu'ils avaient laissé le limier alors qu'en vrai il y avait des meilleures cartes à mettre. C'est vrai. Bah oui, c'est un vrai truc, c'est très rigolo parce que quand du coup il a gagné et qu'on voyait la liste se spread un peu partout et qu'on se disait tiens, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont arrivés un peu aux mêmes conclusions, est-ce que bah en fait quand il y avait le mono Hound dedans, effectivement, c'était un peu la marque de fabrique et on était là ah ouais d'accord, le mec il a juste pris la liste quoi. Il a laissé les deux rois grenouilles en commun alors qu'il a pas de roi grenouille en unique aussi. Bah oui, parce que à l'époque moi je jouais 3 rois grenouilles en commun, là il y en a plus d'ailleurs, mais je jouais 3 grenouilles en commun, et en fait comme Dandy il avait son unique défausse de permanent qui était sur une grenouille, bah du coup il en a retiré une, il a mis le... Ouais, c'est trop rigolo de savoir que du coup les listes que les mecs ont copiées, il y a le chien dedans, c'est... Oui effectivement c'était rigolo. Et du coup quand même, petit effet pas négligeable aussi de la superviseuse, c'est son effet de soutien. Bah alors c'est ça en fait, une fois que j'ai passé le mono water ou que elle a fait ce qu'elle a à faire et tout, bah en fait c'est pas une carte qui est achetée, tu vois. Je la joue qu'une fois en fait, et je m'en fiche parce que son effet de réserve il est super. Ça m'est arrivé de la jouer même rejouer depuis la réserve si par exemple j'étais 1 de retard par rapport au mono water, je la joue une fois puis je la rejoue une deuxième fois parce qu'on est tous les deux sur le mono water, enfin bref. Ça peut être quelque chose que le 2 en eau, bah c'est 2 pour 2 en fait si t'es sur le mono water. Si c'est sur le mono water, ouais, c'est ça. Ça reste décent. Mais effectivement l'effet de support il est parfait, et du coup tu parlais de la vidéo de Caleb, mais faut savoir que c'est un truc que nous on avait un petit peu conscience mais sur lequel lui il a mis des mots, et c'est vrai que maintenant bah on joue, moi par exemple vraiment tout mon tournoi j'étais en mode il est où le mono water, tu vois, parce que Fen ça galère en mono water, Kojo ça peut galérer en mono water, et moi j'ai mis des forces en mono water, donc c'est vrai que je regardais vraiment premier trade, ok, c'est où la flotte, où c'est qu'on nage, parce que moi je sais que je suis un peu fort en flotte et que je peux vraiment lock le mec sur le biome et m'assurer des avances quoi. C'est ça, moi c'est pareil, quand je construis mes decks je repère le biome fort, le biome faible. En général je sais que les Sigismar ça aime pas trop la terre, on sait que les Bravos sont plus forts en terre par exemple que les Hordis, ce genre de choses. Donc quand vous construisez vos decks, pour les débutants qui nous regardent, n'hésitez pas à faire attention à ça et à apprendre à repérer vos biomes forts, surtout votre monobiome fort, sur lequel vous pouvez bloquer votre adversaire pendant plusieurs tours dessus si vous le gérez plutôt bien, quoi. Mais ouais, du coup, ouais, toi, tu as repéré ce monobiome flotte avec tes cartes. Du coup, ouais, petite parenthèse avant de continuer la liste, pas de roi grenouille. Pas de roi grenouille. C'était pour une raison en particulier, c'était pour... Bah moi ça m'a brisé le cœur parce que nous on l'appelle Monsieur Pamplemousse chez les Exalt, c'est notre mascotte un petit peu. Moi j'adore la carte. Pourquoi? Alors en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi des communes j'ai envie d'en rentrer tellement dans le deck. Au bout d'un moment j'ai dû faire des choix. Roi Grenouille ça aurait pu être superviseuse parce qu'en soit on peut se dire que c'est meilleur. Parce que bah j'ai les 3 en flotte tout le temps, etc. Mais superviseuse ça a d'autres avantages, du coup notamment l'effet de support machin. Et en fait Roi Grenouille, bah il y a plein de moments où c'est super cool, et en fait il y a plein de moments où c'est à chier quoi. Ouais, il y a plein de moments où c'est chiant quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait c'est Sokoi qui a un peu eu cette idée là aussi, mais lui quand il a
un des premiers jets qu'on a fait de cette liste là, il n'y avait pas droit à grenouille. Du coup moi j'étais triste, lui il s'en foutait un peu. Et il était en mode non on s'en fiche de frog, on s'en fiche de frog. Et au final je crois qu'il avait raison, on s'en fout un peu de frog. Les autres communes ont totalement leur place, donc c'est fine. Mais ouais il y en a pas. Ce qui est pas pour autant une mauvaise commune ni une mauvaise carte, tu vois, genre vraiment. C'est juste dans cette version du deck là, elle avait pas sa place. C'est ça. C'est peut-être aussi moins dans sa la place méta, que... ouais. Ouais, je sais pas si c'est une question de méta, c'est vraiment juste une question. Bah, de toute façon, plus on va avancer, plus on aura de communes et plus les choix vont être un peu plus difficiles. Là, je considérais que Roi Grenouille, ça, c'était pas le plus important. Et d'ailleurs, Roi Grenouille m'a fait perdre de l'avance sur Claydus sur 2 games. Donc, tu vois, c'est en Mirror, typiquement, c'était vachement fort. Ouais, ça reste une bonne carte, ouais. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut savoir quand même. De toute façon, à partir du moment où tu joues des cartes avec des spikes, faut quand même savoir bien gérer les biomes, bien anticiper les biomes pour tirer le maximum le point fort des cartes et au minimum leur point faible, quoi. Il y a de ça, et il y a aussi tant que ta carte t'as un plan tant que ta carte tu comprends pourquoi tu la mets dans ton deck, en fait la carte a peu d'importance. Genre si tu comprends pourquoi tu mets Roi Grenouille, parce que voilà, t'as envie de renforcer ton monobiome forêt ou ton monobiome water, ou si tu vois, ça peut avoir des raisons. Si t'as une raison derrière ta carte dans le deck, en fait il y aura pas de souci. Elle rentrera dans le deck et elle fera des trucs, tu vois, si t'as une vraie raison derrière. Donc c'est pour ça, là il y en avait pas tellement, donc il y a pas de Roi Grenouille. Ok, et du coup, on a un petit héros de papier one-off en commune. Alors, ça c'est la théorie des 7. C'est on veut 7 one-drop. Parce que, en fait, quand tu fais les statistiques et que tu veux vraiment toucher des one-drop, enfin pour n'importe quelle carte, 7 c'est le bon chiffre en quelque sorte. Voilà, c'est un peu le pic. Pour l'avoir en main de départ, tu veux dire? Pour toucher régulièrement autour de la game. Ok. Du coup, il fallait un autre one drop. Si tu te souviens de la decklist de Dandy, moi j'avais préféré jouer Armory Mobile parce que juste ça fait un token et ça fait 1-1. Sauf qu'Armory Mobile ça a plein d'autres problèmes. Notamment, oups, mon expédition n'avance pas. Donc, du coup, tu la rechopes pas en réserve. Ouais, et donc il y a plusieurs problèmes. 1, t'as pas tenté un pour le tour d'après. 2, quand l'armory mobile va retomber dans ta réserve, tu vas devoir la saboter. Donc en fait, la carte elle a des avantages, plus de stats, mais beaucoup d'inconvénients. Et en fait, le héros de papier, il est là parce que After You, tout simplement. L'effet de réserve, il est bon. Ça c'est la force de héros de papier. Et puis il y a une charge. Et en fait, c'est une carte qui marche bien avec charge, tout simplement. Ok, ouais, ça s'entend hein, pour le coup. Ça s'entend totalement. Et enfin, pour finir un peu avec les créas, ensuite on passera sur les sorts, puis on verra les uniques que toi t'avais et que moi j'ai mis, du coup, j'aurais clairement pas les mêmes uniques. Mais on a 2 Kakoba en commun, qui sont là pour les stats. J'imagine, pour placer des gros body. C'est un peu... un moment, je sais que moi, à un moment, j'avais fait une decklist pour ma copine qui joue Sigismar. Une decklist qui joue autour au set 1 des transporteurs. Et je lui avais enlevé... en gros, en fait, au lieu de lui mettre des guerrières de Havre, je lui mettais des Kakoba, en fait. Parce que Kakoba, tu peux... Au final, si tu arrives à remplir les conditions, ça fait vite une guerrière de Havre. Donc en gros, voilà, c'est pour les stats, je pense. Ouais, ni plus ni moins. La grosse différence avec Guerrier du Havre, c'est que tu peux pas le slam T1, quoi. C'est tout. Oui, genre ça, au début, tu peux pas, quoi. Mais effectivement, ça a les mêmes stats, quoi. En fait, c'est pour le Mirror. C'est pour le Mirror et pour Kojo. Notamment, qui se joue un peu, le Mirror et Kojo se jouent à peu près de la même manière. Ok. C'est un peu les mêmes wincon, etc. Et en fait, il y a un moment où faut péter la symétrie, quoi. Faut arrêter de trade, il faut avancer plus que l'autre. Ouais. Et pour ça, il y a pas trop de secrets en fait. Soit tu fais du CA avantage et le mec il a pas trop de cartes à jouer parce que tu l'as trop saboté, machin, et du coup il peut pas jouer correctement, tu prends l'avantage comme ça. Soit au bout d'un moment tu mets juste plus de stats que lui. Ouais, c'est ça. Et il y avait un aspect à cette carte là qui était super important aussi, qu'on avait vraiment discuté, c'était qui joue autour de Kakoba commun, qui a 3 de mana se dit, bon maintenant un peu plus je pense, mais qui samedi dernier se disait il lui reste 3 de mana, il va me slam Kakoba, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait ça avait un vrai effet de surprise. Vikman, je le gagne en partie grâce à ça.
je pense pas que dans son tour, quand il a plané son tour et qu'il s'est dit ok je vais jouer machin et tout, il s'est dit je vais prendre Kakoba commun, je vais prendre 4-4-4, tu vois. Ouais. Et en fait ça a aussi eu cet effet de surprise. Je l'ai pas beaucoup joué dans le tournoi, mais à chaque fois que je l'ai joué, franchement j'ai pas du tout été déçu. Je pensais à Marchand de Sable, voilà, les gens jouent plutôt autour de Marchand de Sable, qui aurait peut-être sur le match fait la même chose d'ailleurs, mais peu importe. Mais en tout cas, Kakoba commun, c'est une commune, etc. Et si tu regardes le deck de manière générale, si tu regardes les créatures, j'ai pas beaucoup de surstats. Ma seule surstat elle est vraiment sur Troupière et sur Baba, tu vois. Mais grosso modo tout est à peu près sous-staté, donc c'est vraiment un deck qui est pas très haut en stats, qui joue pas trop avec ça, qui va vraiment avoir d'autres plans, et voilà. Donc comme Troupière on veut en prendre de l'avance en début, bah aller en rare, ok on a des stats, mais sinon tout le reste de la game, bah en fait on n'avait pas cette surstat, et bref. Donc Kakoba commun est là pour l'effet de surprise, pour la surstat évidemment, et parce que c'est une commune en fait, c'est surtout ça en fait. C'est ça que ça te permet de rentrer une carte commune qui permet d'avoir des stats plutôt que de vouloir rentrer une rare qui... Malheureusement, on a le droit qu'à 15 rares dans le deck, et ça c'est bien dommage, des moments. Des moments, c'est bien dommage. Du coup, on va partir sur les sorts. Forcément, une carte à laquelle on pense direct, qui était déjà très forte 7-1, qui est toujours très forte 7-2, c'est l'entraînement à l'esprit d'équipe, en x3 en commun. Bah ouais, c'est trop fort. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire sur la carte? Bah, le seul désavantage de la carte c'est qu'elle est fugace, mais comme la quasi-totalité des sorts, donc en fait on s'en fiche un peu. Ça permet de taper à peu près tout. C'est une super réponse à Fanas. C'était une super réponse à Fanas. Toujours d'ailleurs. Ça permet d'aller chercher une Aloe Vera par exemple aussi avec KD. Bref, le removal est trop fort. Je pense que on va voir comment évolue le jeu, mais je pense que Teamwork c'est un truc qui va rester, et qui va rester pour un petit paquet de temps. Ça fait tout quoi. Ça fait tout. Je sais même pas comment expliquer la carte. Pour moi, c'est trop fort. C'est une commune. C'est rien à dire. Ouais, ça fait tout en commun. C'est parfait. C'est parfait. Pour venir accompagner ça, on a 2 casse-prison en rare. Qui est une très bonne carte aussi pour le coup de gestion, notamment contre Afanas. Et surtout, en fait, elle n'est pas fugace. Et ça, clairement, c'est hyper fort. Alors quand on a lu la carte en premier avec le groupe d'Exalt avec lequel je travaillais, la plupart des gens étaient super dubitatifs sur la carte, et moi je l'ai lu et j'étais en mode ok, c'est craqué. Pourquoi c'est craqué? Parce qu'en fait, casse-prison c'est le premier removal qu'on peut garder en main de départ sans se dire qu'on va s'épuiser en le jouant. Parce qu'il a pas fleeting en fait. Donc en fait, si tu gardes l'entraînement à l'esprit d'équipe sur ton T1, bah, c'est une énorme prise de risque, parce que ça veut dire qu'à un moment tu vas perdre une carte entière. Peut-être qu'elle va faire un truc de fou sur le board, tu vois, mais tu vas perdre une carte entière. Alors que casse-prison rare, bah ça a pas fleeting, ça a cooldown, donc on s'en fiche. Ça va taper ce que t'as besoin de taper. Donc Afanas c'est tous les trucs de l'early game qui honnêtement dépassent rarement 3 de stats. Ça va péter les setups early par exemple d'un Teja. Tu mets ton champignon, il n'y a plus de champignons. Donc c'est une carte qui est juste trop forte, qui te fait pas perdre de série, donc que tu peux garder en main de départ, qu'elle a une des meilleures, si ce n'est la meilleure réponse à Afanas à l'heure actuelle. Avec Troupière, c'est vraiment les 2 cartes que tu veux en main de départ contre Afanas. C'est un 2-0 qui est quasi assuré. Genre quasi assuré. Ouais, même contre Teja, tu penses à Drakaena, ça se lame à Drakaena, ça se mange une casse-prison, c'est terminé quoi. Ouais, Drakaena T1, c'est ce qui croque cela dedans quand t'es en CD maintenant, parce que c'est parce que c'est le pire qui puisse lui arriver effectivement. C'est qu'il se prenne casse-prison dessus. Ça m'est arrivé des games contre Madrid, ma main de départ c'est Baba, casse-prison, j'ai jeté tout le reste. J'étais là, je garde tout ça quoi. Parce que les casse-prison peut-être elles ont même pas donné de l'avance en début, mais plus on avançait, plus j'enchaînais les casse-prison, et là c'est l'enfer. Ouais, clairement très très bonne carte. Pour le coup, cette casse-prison, limite, si on pouvait le rentrer en x3, on le ferait, non? Ouais, ça j'aime bien le dire ça. Ouais, moi c'est une carte, je l'adore. Si j'avais la place, c'est Clay qui l'a joué en x3. Clay l'a joué en x3. Ouais, il en joue une commune de mémoire, non? Ah, ou peut-être une commune, peut-être.
Moi j'aime pas la commune parce que du coup ça a pas l'aspect je peux la garder en main de départ, Ouais. même si la carte reste forte. Mais je crois qu'il en jouait 2 rares et une commune. Mais effectivement, si on avait plus de rares, tu disais tout à l'heure, imaginez on a plus de rares. Imaginez un monde où j'ai 3 cases prison en plus dans la decklist, ouais, ça ferait mal. Ça ferait super horrible. mal. Ça serait horrible. On a les classicos de saut adhésif. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu la moyenne. C'est une carte que on la met au cas où. Ouais. Tu vois, le saut adhésif, c'est vraiment au cas où. Bon, c'est au cas où tu tombes contre un festival, c'est au cas où tu tombes contre une Sierra avec ses riches d'escarabottes. C'est voilà, la plupart des match-ups, elle va te servir à rien ou à pas grand-chose. Mais en tout cas, il y en a certains où si tu l'as pas, tu chiales. Donc c'est pour ça que je pense que ici tu le mets en x2 quoi. Ouais, la carte est obligatoire et en même temps souvent tu la pioches t'es là oh. Mais encore une fois c'est une commune donc si ça part en mana je veux dire elle fait un peu son taf aussi. Non bah c'est obligatoire. Moi j'aimais beaucoup en x3 bizarrement, ça me rassure énormément de l'avoir en x3 parce que ça t'arrive de pas la piocher, mais comme la liste jouer avec des lignes de draw machin, en fait ça te dit ok je vais en mettre moins, je vais draw plus, ça va bien se passer. Mais bah typiquement round 5 je suis en stream contre ce que je disais tout à l'heure contre la Sierra de 06 de Samus et j'ai les 2 sauts adhésifs quoi et ça me fait la game quoi littéralement. Et ils m'ont peut-être servi que là, je crois. Je me souviens pas vraiment parce que j'ai pas pris de festival truc comme ça. Ils m'ont servi que sur ce match là, mais si je mets 1 ou 2 cartes dans mon deck et qu'ils me font un match dans la journée franchement ils ont fait leur taf quoi, tu vois. Clairement. Donc ouais, obligatoire, un peu chiant aussi de l'avoir parfois, mais obligatoire. Et... Bon après ça part en mana la plupart des matchs. Ok. On a aussi du coup 3 cris de ralliement en commune. Cris de ralliement c'est hyper fort. Hein. C'est vraiment pété. hyper fort. Ça a pas fugace, c'est un après-vous. Ça met un boost en plus, donc du coup avec Sigismar, t'as déjà un token qui peut se manger le boost, tu peux commencer ton tour par ça. Ça te réveille tes cartes qui peuvent être endormies par l'adversaire. Ça réveille les cartes que l'adversaire s'est endormi pour ce setup ou pour le festival. Bref, c'est pété, hein. C'est vraiment hyper fort cette carte-là. Et du coup, c'est super fort. Bah ouais, c'est x3. Bon, c'est pour toucher le set de One Drop aussi, comme je te disais un peu tout à l'heure. Ouais. C'est trop fort parce que c'est un After You. Si tu joues une Trooper, ça a des stats certes, mais tu peux pas la rejouer. Tu feras qu'un After You dans ton tour. Ouais. Alors que Cri de ralliement, t'en fais 2. Ouais, c'est 2 After You dans le même tour. C'est cassé. Alors après, l'anti-endormissement, au final, je trouve que c'est pas si fort parce que Afanas va faire plus d'After You que toi et au final, tu vas être obligé d'utiliser tes cris de ralliement en After You et rarement pour Unsleep. Enfin, au final, assez rare contre, en tout cas, les très bons Afanas, c'est les mecs qui séquencent très bien leur tour et qui vont faire énormément d'After You, machin et tout. C'est plus dur que ça à caler en anti-sleep, mais par contre, ouais, et puis ça a trop d'utilité. Il y a des Afanas qui vont s'endormir des créatures parce qu'ils vont se dire qu'ils ont perdu le tour et que de toute façon il vaut mieux qu'ils sauvent des ressources. Hop, petit cri de ralliement, je trade quand même, mais t'auras pas ta créature endormie. C'est des situations qui sont peut-être ultra ponctuelles, ça arrive pas souvent, mais en fait comme la carte est ultra versatile et que au pire c'est After You 2-2-2 pour 2, bah en fait la carte est trop forte. En vrai c'est un peu une aberration. Je trouve. Que ce soit une commune à la limite, que la commune fasse ça à la limite, ouais peut-être. Ouais, après, je trouve ça super fort. Après, peut-être que dans une autre version, elle serait pas du tout jouée. Si ça retirait que endormi, tu la jouerais pas. Si ça donnerait qu'un boost, ça se discute. Mais bref, non, en tout cas, c'est pour le moment, elle donne les deux. Ouais. donc 3 super communes qu'on garde, quoi, c'est sûr. Clairement. Et on a un petit chargé one-off qu'on voyait beaucoup 7-1, qu'on voit un peu moins 7-2. En tout cas dans les listes que j'ai vues, moi je vois un peu moins de chargés, sauf les joueurs qui jouent sauf les spammers de tokens, mais les listes qui jouent pas spammers de tokens ont un peu moins de chargés, et ici t'as choisi de la jouer en one-off. Ouais, c'est un peu boudé comme carte, et en vrai c'est ok. En fait c'est la même logique que Kakoba. Dans les mirrors et contre Kojo, il faut mettre des stats à un moment. Comme la decklist ne met pas beaucoup de stats, il faut trouver un moyen de mettre des stats. Charge, ça met des stats. Fin de l'explication, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Elle est en one-off parce qu'on n'a pas envie vraiment de la piocher. C'est un peu comme Spy, t'as envie d'en avoir un, mais t'as jamais envie d'en avoir 2. T'as envie de l'avoir au bon moment, t'as pas envie de la piocher trop tôt dans la game. C'est ça, ouais. Et encore une fois, c'est toujours la même logique, mais c'est une commune, au pire ça va en mana. C'est pas très grave. Honnêtement,
En playtest, ça m'avait pas mal servi, mais de toute la journée de tournoi, je l'ai jamais joué. Ah, par contre, Clay, mais ça n'a rien donné. Donc c'est pas ça. Et tu vois, tu parlais des spam tokens, mais même en spam token, t'as pas forcément envie de jouer chargé parce que t'as envie de spam un token de plus. Ouais, c'est En vrai. fait, t'as même pas forcément envie de te mettre ton chargé, t'as envie peut-être de mettre un body de plus. Donc je pense que la carte est un peu boudée, même si elle reste complètement correcte. Mais je trouve elle a plus difficilement sa place que on a envie de jouer des removal forts, donc t'as envie peut-être moins de mettre des sorts fugaces qui font pas removal aussi. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas, sur certains setups, tu sais, bah là, j'ai superviseuse, j'ai KD, superviseuse KD charge. Bah, ça fait quelque chose quand même. Oui, ça commence à causer, ouais. Pour 6. Ça commence à causer, ouais. Clairement. Donc, ça, c'est une carte très correcte. Ou à 9 parce que bah, on n'a pas besoin de la piocher plus que ça, quoi. Ok. Et enfin, les deux seuls permanents du deck, les deux grands projets en rare. Quelle carte ce grand projet? Je vais en parler il y a pas longtemps avec quelqu'un de ma communauté sur Amiens, qu'on embrasse, Ginanch d'ailleurs, qui regarde peut-être les rediffs, qui vient de Star Wars et qui commence un peu Altered et qui était là à Rouen. Et il joue Sigismar, et du coup je lui parlais de grand projet, je disais mais tu joues pas de ce grand projet en rare dans ton deck? Il dit bah non, j'aime pas la carte parce que quand tu la poses, tu peux potentiellement te la faire gérer, ou sinon le mec il fait forcément 2-0. Et je dis, mais non, mais déjà, si tu la poses et que le mec il fait 2-0, en fait il fait pas 2-0, il fait 1-1 en vrai, le gars. Quand bien même il avance. Oui, il fait 2-1, pardon, autant pour moi. Il fait 2-1, quand bien même il avance sur les XP. Et je dis, même s'il passe son tour à te la gérer, rien que ton token peut faire en sorte que derrière il fasse même pas du 1 pour 1 ou du 2 pour 0 ou du 2 pour 1 en te la gérant grâce au Corias 2. Donc vraiment, cette carte-là, elle est hyper forte une fois que tu arrives à la placer le plus tôt possible dans la partie. Qu'est-ce que c'est relou. Ouais, alors on a une vision qui est vraiment différente sur Grand Projet. Ouais. Déjà, moi, mon avis, et l'avis de Sokoi qui a apporté la carte dans la liste, c'était que déjà, nous, on veut pas la slam le plus tôt possible, on s'en fiche en fait. Ok. On veut prendre de l'avance, avoir la tempo pour pouvoir poser Grand Projet, parce que parce qu'il va faire 2-0 sur Grand Projet, et en fait on s'en fout, parce qu'en fait on a pris 2-0 en early, et en fait oui, c'est ça. On a l'impression qu'on peut pas relay sur le fait qu'on va prendre 2-0, mais en fait on peut contre Afanas, et uniquement contre Afanas. Grand Projet, c'est une carte que tu ne slams que contre Afanas. Ok. Parce qu'en fait sur toutes les autres factions, si tu slams un Grand Projet contre Kojo, tu vas pas kiffer. Si tu slams un grand projet contre Teja, tu vas pas kiffer non plus. Parce qu'en fait, c'est des listes. Contre Kojo, ce qui va se passer, c'est que lui, pour 2 de mana, il peut te le gérer, donc tu vas prendre tarif. Si c'est sur un tour Bouddha, tu vas te faire atomiser. Et contre une Teja, par exemple, bah, il va dire ok, tu m'as mis grand projet, fort bien, je vais juste me setup. Ouais. Et comme il se setup, tu vas pas. Il faut quand même que tu trades derrière. Parce que si tu prends 2-1, 2-1, 2-1, t'as perdu. Ouais. Donc en fait, c'est que contre Afanas, en réalité, que la carte, en tout cas en l'état, est vraiment très forte. Et donc c'est pour ça qu'elle est qu'en 2 fois et pas en 3 fois par exemple, parce qu'on n'a pas envie de la toucher dans les autres match-up. On sait aussi qu'on veut pas forcément le mettre plus tôt, parce qu'on sait qu'à 6 de mana, si on a pris 2-0, voire si on a pris 1-0, c'est suffisant. Si on a pris 3-0, ça termine la game. Il peut plus rien faire, tout simplement. Et en fait, il y avait je pense que cette liste-là, elle a été très forte sur le tournoi, mais que ça va être plus dur à jouer sur les autres tournois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était sur un timing où en fait les Afanas ont cut Banishing Gate aussi. Donc de toute manière, ils n'avaient pas la réponse. Et quand bien même ils ont la réponse on spot, c'est compliqué. Et si demain Afanas commence à avoir une réponse contre Grand Projet, ou même la méta n'est plus Afanas, je pense pas que ce soit tout de suite, mais imaginons, Grand Projet, ce serait limite une carte qui passerait plus le cut dans ce deck, et on partirait sur totalement, parce que et c'est ce que m'ont beaucoup relevé les Aces, qui je pense avaient testé des listes Grand Projet, mais n'avaient pas trop adhéré. Et un truc je crois que c'est Marco qui me l'a dit, et il a raison, il a dit franchement, arriver à gagner des Mirrors et des Kojo en ayant GE dans le deck, c'est très dur. Et je suis d'accord avec ça, parce que GE, c'est une énorme prise de risque dans tous ces autres miroirs, parce que quand tu pioches GE, bah tu pioches pas Haven Warrior, tu pioches pas Sandman, tu pioches GE, tu vois. Ouais. Et ça, dans les miroirs, dans les Kojo machin, qui sont les 2 autres decks quand même vachement attendus, bah c'est super compliqué en fait. Donc c'est une carte qu'il faut vraiment comprendre pourquoi on la met dans son deck. C'est pas juste une carte où on la slam et c'est fort et machin.
Bref, Il y a après, quand même un calcul coût avantage risque. Voilà, tu peux te retrouver en tie-break à piocher grand projet. ouais. Et là, tu chiales, quoi. Ouais. Bah, même avant, hein, des fois, tu te dis, oh là là, trop bien, j'ai unique de draw, je vais piocher. Ah merde, grand projet, c'est loose. C'est vraiment pas une carte qui se slam comme une carte. De toute manière, les permanents dans le jeu, pour le moment, c'est tout le temps des énormes prises de risque. Donc, il faut vraiment les millimétrer. Et là, comme il y a une idée derrière chaque carte et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire dans la liste et que ça marche plutôt bien, machin et tout, GE a son sens, trouve son sens, mais je pense que c'est une carte qui est vraiment très technique à jouer. C'est pas juste un truc qu'on balance et on voit, tu vois. Ouais. Ok. Parfait, bah du coup, alors, je les ai pas là, les uniques que tu as dans ton deck. T'as privilégié des uniques de pioche, c'est ça? Dans ta version du deck, t'as une Baba Yaga qui est 2/2 pour 3 jeux de la main, 2 jeux de la réserve et qui draw en flèche. Ouais. Donc ça c'est parfait. T'avais aussi un scribe runique du monolithe qui pouvait draw en flèche aussi, il me semble, non? Absolument, si j'ai un token hydro. Si t'as un token hydro. Donc parfait aussi. Et t'avais comment ça s'appelle, un Kakoba qui apportait beaucoup de stats. Le Kakob. Ouais. Qui pour 4 apportait, créait un token et disait que si tu contrôlais 4 personnages, tu pouvais faire gagner 2 boosts à 2 personnages. C'est ça? C'est ça. C'est 8-8-7 pour 4. Ok. Fin du débat. Elle est là pour ça. Donc quoi, tu privilégies au moins 2 cartes de CA, c'est-à-dire 2 uniques qui te rapportent du CA quand même pour faire tourner le deck efficacement et avoir toujours de la ressource. Et peut-être une unique qui va privilégier des stats. Ouais. Alors, comment expliquer ça? C'est une des rares listes que j'ai build en pensant les uniques. Je pense qu'en 7-1, moi je buildais beaucoup et je disais ok, je buildais puis après j'essayais d'intégrer des uniques. Là j'ai vraiment réfléchi différemment. J'étais là, est-ce que mon plan de jeu je veux un plan de jeu, comment je peux le supporter en fait, c'est quoi mon effort de guerre, qu'est-ce qui va me permettre de le supporter tout au long de la partie. Et je me suis rendu compte que les uniques de draw étaient quasi indispensables en fait avec ce plan de jeu là. Je trouve que c'est très dur à jouer sans la consistance des uniques de draw. C'est jouable, ça va rester fort je pense, mais ça a beaucoup plus de chances de brick, ça a beaucoup plus de chances qu'on trouve pas la bonne réponse, ça a beaucoup plus de chances de plein de choses, tu vois. Et donc avant le split c'était 2 uniques de draw et une unique de défausse de permanent, et en fait on s'est rendu compte que l'unique défausse de permanent était pas si utile que ça, et donc j'ai fini par rentrer une autre unique, nous on dit péter la symétrie, c'est-à-dire arrêter de trade, qui était le Kakoba, qui quand je le slam vraiment sur un côté, sur une XP, je suis en mode bah tu passeras pas là mon pote, il y a trop de stats de toute manière. Et cette carte me fait vraiment une bonne différence surtout dans la finale et la demi-finale, parce qu'en vrai je l'ai quasiment pas eu de la journée, mais elle fait sa différence. C'est trop fort quoi. Unique donc mon split maintenant ce serait plutôt recommandé 2 uniques de draw et une unique qui casse la symétrie. Du coup ça peut être une spam token en vrai. Ok, on a Vickman qui dit c'est la beauté d'Altered, les uniques qui fait que ça récompense les bons builders. Je suis d'accord, et en même temps ce qui est cool avec cette liste là, bon les uniques de draw maintenant ça se trouve un peu moins, sachant que moi j'en ai énormément cherché, donc je sais à peu près ce qu'il y a sur le marché quoi. C'est assez dur, mais une unique de draw ça coûte pas le prix d'une spam token hein. Il y a un truc aussi, c'est que ce deck là il est vraiment plus low cost que jouer 3 spam tokens. Ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment des uniques de draw décentes. Surtout avec le ban Ozma, maintenant bah tu peux mettre des uniques d'Ozma parce que ça te cote pas la commune en quelque sorte, c'est plus rentable. Il y en a plein des Ozma corrects, plus que corrects. Ouais, c'est ça. Même j'en ai vu franchement j'en ai vu des corrects moins chers que ça. Donc en fait, c'est un truc que j'ai envie de mettre un peu en avant, c'est que certes si on regarde le top 4, toutes les uniques sont Even et les Spindles c'est broken, Clary et les cartes qu'il a c'est complètement broken, mais ma decklist, les uniques que j'ai dedans, il y a 150 balles d'unique, ça reste un prix je pense, mais il n'y a pas plus quoi. Ouais, clairement. Bah, par rapport à certaines uniques. Ouais.
Par Toi, rapport, tes 3 uniques, elles valent le prix d'une unique, limite Ouais. même pas tier S dans certains decks. Quoi. Bah ouais, je pense que les spam tokens aujourd'hui, je pense que 150-200 pour les bonnes spam tokens, c'est le prix Ouais, mini même, presque. même 250, hein, t'en as, Ouais, c'est possible. Donc c'est ce que je voulais montrer aussi. C'était qu'il n'y avait pas forcément, besoin d'unique à un machin truc pour gagner un tournoi. Et j'étais très fier de le gagner parce que j'étais en mode, notre jeu c'est pas un pay to win. Tu vois, Ouais, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir en vrai. Carrément. Du coup, je vais vite fait montrer les 3 uniques que j'ai mises dans le deck et puis on se fera une ou deux games où Vas-y, avec tu plaisir. m'expliqueras un petit peu comment est-ce qu'on joue le deck. Alors moi, j'ai clairement pas des uniques de draw malheureusement. J'ai essayé de mettre des uniques qui sont un peu dans le même esprit. J'ai un petit Ratatosk ici qui va ravitailler en effet flèche, tout simplement. C'est une 1-1-1 pour un jeu de la main, 2 jeux de la réserve. Ça va ravitailler effet flèche. Voilà, ça pioche pas, ça ravitaille. Si on contrôle 3 personnages ou plus, ouais, il est pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu. On a un second Ratatosk qui est plutôt bien staté de la main et de la réserve. Si on a moins de 8 orbes de mana, il nous permet d'aller piocher une carte pour 2. Il est pas folichon, mais il est pas dégueu non plus. En vrai, c'est ce qui se rapproche le plus du CA, d'un apport en CA. Ok. Et j'ai ton Kakoba du pauvre de Wish, vraiment, genre. C'est une opératrice Ardis. Qui dit que si mon expédition est en retard, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun 2 boosts en effet flèche. Donc c'est clairement pas ton Kakoba, mais ça a le même effet un peu de... on va essayer C'est de... pas horrible hein, du tout. Ah, c'est pas horrible, hein, clairement. Mais voilà, ça vient porter les stats, ça vient casser la symétrie, comme tu le dis. Bon, ça peut venir surprendre un peu. En vrai, ça ferait des vrais stats. Je crois le problème de la carte, c'est le retard. Mais sinon, Oui. ça fait des vrais stats, clairement. Le problème de la carte, c'est clairement le retard sur les XP. En fait, si les deux XP sont... Enfin, si les deux régions sont asymétriques, c'est chiant.